Et salut à tous, il y a 2 ans, j'avais adoré tester le Volvo XC40 100% électrique. Aujourd'hui, on teste la version coupée, le C40 dans cette déclinaison 2024. Alors ici, on est sur le segment des SUV compacts premium, concurrents des BMW iX1, des Mercedes EQA qu'on a testé bien sûr sur la chaîne, dans une certaine mesure des Audi Q4 e-tron et des Tesla Model Y, même si on est sur des plus gros gabarits. Alors ici, la grosse nouveauté cette année, c'est la nouvelle batterie, on a plus d'autonomie, mais est-ce que Volvo a comblé tous les petits défauts qu'on avait repérés il y a 2 ans? Et bien écoutez, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo, le test du Volvo C40 100% électrique. C'est parti! Alors en termes de look, c'est vrai qu'à l'avant, il a une énorme ressemblance avec le XC40. Il faut en fait venir ici à l'arrière pour voir ce petit look de coupé avec ses éléments sportifs, ses cheveux qui remontent, ce petit béquet à l'arrière. Franchement, il a vraiment un look beaucoup plus dynamique. Moi, j'avais beaucoup aimé le XC40 qui n'a pas tellement vieilli. Et là, regardez-moi dans cette magnifique couleur cloud blue avec ce paysage montagnard de Grindelwald. Non, vraiment, en termes de design, c'est une franche réussite. Alors à l'avant, on retrouve cette calandre assez verticale. C'est pas forcément très bon pour l'aéro, qui cache ici le radar pour la conduite semi-autonome, une caméra pour la caméra 360, ça on l'a pas sur tous les véhicules, notamment chez Tesla. Là-haut on a d'autres caméras pour la conduite semi-autonome, on va en parler, c'est une sacrée histoire sur cette voiture. Je voulais aussi évoquer les feux Matrix LED, ça c'est vraiment très utile, ça on l'a pas aussi par exemple chez Tesla, ça y est pas encore chez tous les constructeurs, mais qu'est-ce que c'est pratique de pouvoir rouler tout le temps en plein phare. Dernière option que je vous conseille par contre, c'est la pompe à chaleur qui est dans le pack hiver ici, qui comprend aussi volant chauffant, siège chauffant, et ça à la montagne ça consomme quand même 4 fois moins d'énergie qu'un chauffage classique, donc indispensable si vous habitez des belles contrées comme ici. Alors une option, j'insiste vraiment, ça c'est très utile sur une voiture électrique. Regardez ici, je donne un petit claque pour déverrouiller le capot, et regardez ici, alors il y a quand même une petite sécurité, un petit crochet, mais ça s'ouvre vraiment en 2-2. Après on a encore une protection ici, et regardez, on a un frunk, un coffre à l'avant d'une bonne contenance, puisque ici on est sur une trentaine de litres, et regardez, là j'ai mis mon chargeur domestique, mes captés des sangles, un petit parapluie, j'ai encore un chargeur pour les roues, donc vraiment ici on peut mettre même des bagages, et ça sur un véhicule électrique, quand vous devez sortir vos câbles et qu'il faut sortir tous les bagages dans le coffre, c'est vraiment casse-pied. Donc ça c'est un atout majeur, pensez-y si vous hésitez entre plusieurs modèles. Par exemple chez BMW, il n'y en a pas. Alors par défaut, on a des jantes de 19 pouces qui sont déjà très bien, mais regardez ici, on a l'option 20 pouces, et franchement, je trouve qu'en termes de look, c'est très réussi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors ces jantes sont aux 3/4 fermées, c'est-à-dire qu'elles sont relativement aéro, vous n'allez pas trop perdre en termes de consommation. Moi en fait, mon seul regret ici, c'est de ne pas avoir de suspension pneumatique ou pilotée, qui permettent de faire varier notamment la garde au sol, qui est quand même de 17 cm. Là, on n'a jamais accroché à la montagne, donc je dirais que Volvo a trouvé quand même un très bon compromis ici. Un mot aussi sur le rayon de braquage, qui est plutôt correct, pour la catégorie, sur un 4x4 électrique, un petit SUV compact comme ça. Nous on a vraiment pu se faufiler absolument partout, bien mieux que chez la concurrence, donc je dirais que dans l'ensemble c'est assez cohérent, c'est assez homogène. Alors je vous le disais, c'est un SUV assez compact, 4,40 m de long, c'est à peu près comme la concurrence, 2 mètres de large avec les rétros, mais son vrai défaut c'est le poids. On est entre 2 tonnes 1 et 2 tonnes 2 en fonction des batteries, des motorisations, donc ça c'est très lourd, c'est plus lourd qu'un Tesla Model Y et pourtant un plus gros gabarit, donc en termes de conso on va le voir, ça se ressent quand même pas mal. Allez, on finit avec un point positif, ici on peut tracter 1800 kg, et ça c'est franchement assez rare sur un petit SUV comme ça. Alors on se dit, on est en 2024, on peut se passer de clés physiques, on a la clé sur smartphone en Bluetooth, car key d'Apple, et ben en fait pas du tout. Ce qui est assez étonnant puisque Polestar maintenant a cette fonctionnalité, donc là vous êtes obligé d'avoir une clé dans la poche. En plus pour ouvrir fermer la voiture, vous voyez ici c'est vraiment à l'ancienne, il faut mettre les mains là sur la porte. Vous n'avez même pas de système qui verrouille automatiquement la voiture quand vous vous éloignez. Alors vous pouvez quand même passer par l'application mobile, ça c'est cool, mais ça passe par la 4G, c'est assez long, il faut lancer une application, il faut s'identifier. Non, franchement, Volvo, à ce niveau de prix, on voudrait quand même un système un petit peu plus moderne. Alors, un petit détail dont on parle pas souvent dans les tests de voiture, c'est la configuration de l'application qui nécessite d'avoir les 2 clés de la voiture. Vous voyez d'ailleurs que c'est des grosses clés à mettre dans la poche, c'est assez encombrant. Et si vous voulez, par exemple, rajouter un conducteur sur l'application, si vous voulez, je sais pas, par exemple, synchroniser juste la voiture avec le programme, vous êtes obligé d'avoir ces 2 clés sur vous dans la poche. Donc là encore, c'est vraiment un peu la vieille école, c'est assez casse-pied, c'est pas du tout moderne comme chez BMW ou chez Tesla, par exemple. Allez, on passe
à l'arrière qui est vraiment une des grandes réussites de ce C40 avec ce look très sportif, avec regardez ce béquet alors qui est fixe mais qui rend vraiment très bien, d'autant qu'on a des petits ailerons, vous voyez, sur la partie haute. Alors malheureusement on n'a pas d'essuie-glace, ça je pense que c'est pour le look, mais c'est dommage parce qu'ici à la montagne ça s'encrasse vraiment très rapidement. Je vous montre aussi les feux là qui remontent très haut en pointillé, et je trouve que l'ensemble est très cohérent, vraiment très bien construit, c'est très beau de nuit. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on va voir quelle capacité a ce coffre, et regardez, c'est plutôt pas mal, on est à un peu plus de 400 litres, donc on dirait qu'on est plutôt dans la moyenne haute de la catégorie, d'autant que c'est bien creusé sur les côtés. Et puis regardez, on a un double fond ici dans lequel j'ai mis des chaussures, des sacs. Alors c'est quand même un petit peu plus petit qu'un XC40, on a 40-50 litres de moins, donc ça se ressent un petit peu. C'est aussi beaucoup moins grand qu'un iX1 qui a presque 500 litres, mais n'oubliez pas qu'on a quand même un frunk à l'avant, donc on va dire pour 3 à 4 personnes ça va, c'est dans la moyenne. Et regardez, le petit bonus, c'est la trappe à ski là-bas. Ça c'est vraiment très pratique et tous les concurrents n'en ont pas. Alors en termes de motorisation, on a le choix entre un moteur qui est une propulsion, ça c'est une nouveauté, avant c'était une traction, ou la version 2 moteurs comme on a ici. Et rendez-vous compte, je vous mettrai les puissances, mais là on a une version de plus de 400 chevaux, 670 Nm de couple, allez 4x4, donc 2 moteurs ici à la montagne. En Suisse c'est largement plébiscité, le 0 à 100 en 4 secondes 7, c'est digne de Tesla. Une VMAX 180 km/h, on va dire que ça va globalement. Moi je suis vraiment très fan de cette plateforme de Geely qu'on retrouve chez Smart, chez Polestar, puisque je trouve qu'elle a beaucoup de puissance, elle est très équilibrée. On va le voir en termes de conduite, c'est vraiment pas mal. Alors au niveau de la recharge, vous voyez que la trappe est à l'arrière gauche, ça c'est bien dans les superchargeurs, c'est un petit peu moins pratique quand vous êtes le long de la rue parce que vous avez le câble qui sort ici. On a une trappe manuelle, il faut en plus retirer le petit bitonio ici. Vous voyez qu'on a un indicateur de charge, on a un petit bouton pour déverrouiller la prise, ça c'est vraiment très pratique. Alors ici on nous annonce du 200 kW, donc ça c'est la grosse nouveauté de 2024, on les a obtenus mais que pendant quelques secondes. La courbe de charge en fait, elle s'effondre après les 80%, là ça devient vraiment très lent, mais sinon le 10-80% est théoriquement affiché à moins de 30 minutes. Nous on a mis un petit peu plus de 30 minutes, mais on va dire que ça va. Mais seul regret ici, c'est qu'on n'ait pas de plug and charge. Vous savez, l'option qui permet de se passer de badge de recharge ou de carte de crédit. Vous branchez juste la voiture et ça fonctionne. Là, toute la concurrence là maintenant, sauf chez Volvo. On n'a pas non plus d'option en 22 kW ici. On reste en 11 kW comme chez Tesla, comme chez pas mal de marques maintenant. Et ça aurait permis de charger la voiture en 4 heures. Là, on est sur du 8 heures sur les bornes publiques. Donc je dirais que globalement, quand on a une grosse batterie comme ça, c'est vrai que maintenant, le Premium propose un petit peu mieux. Volvo est légèrement en retard. Bon, on va dire que ça va. Alors pour charger à la maison, une petite prise renforcée à 16 ampères avec un bon chargeur, je vous mettrai en description un lien, et ben ça suffit largement. Après on a aussi testé des bornes avec du délestage si vous devez absolument être à 100% tous les matins, donc c'est un petit peu en fonction de vos usages, mais ça, la prise renforcée Green Up, ça peut suffire largement. Alors la grosse nouveauté de cette version, c'est la batterie qui passe de 77 à 82 kWh brut, 79 net, donc ça permet vraiment d'augmenter un petit peu l'autonomie et surtout d'atteindre des chiffres raisonnables. Par exemple ici on est à 550 km WLTP sur notre version 4 roues motrices, donc ça c'est aussi bien qu'un Tesla Model Y grande autonomie qui est aussi 4 roues motrices, mais surtout vous avez une version propulsion qui taquine les 600 km que je vous conseille si vous voulez vraiment maximiser l'autonomie, puisque ici c'est vrai qu'en ville, en périphérie, ça va, on a des consos qui sont pas trop élevés, on est en dessous de 20, mais par contre sur autoroute et encore plus en France quand vous êtes à 130, 135, là vous flirtez avec les 25-30 kWh au 100, ce qui veut dire que votre autonomie, elle va fondre, elle va être autour de 250 à 300 km. Si vous chargez qu'à 80%, vous êtes plutôt obligé de recharger tous les 200-250 km. Donc vraiment ici, c'est un des gros défauts qu'on retrouve chez Polestar, chez Smart, c'est la conso à grande vitesse. Par rapport à la concurrence, on va dire que c'est un petit peu moyen. Bon Sylvia, premier grand test d'autonomie. On part de Chamonix, on va à Lucerne, magnifique ville d'ailleurs, je vous conseille de visiter en Suisse. Alors ici il nous dit qu'on a un petit peu moins de 300 km, alors il n'est pas très d'accord sur le pourcentage à l'arrivée, ça n'arrête pas de bouger, c'est entre 15 et 25%. Moi je pense pas qu'on les fasse forcément, parce qu'on est quand même en zone alpine et puis il fait froid. Donc Sylvia, écoute, c'est parti. Alors vous voyez, on a la possibilité de filtrer comme ça les réseaux de charge. Donc là, nous on a une carte plug surfing, donc on a mis plug surfing. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de réseaux, on peut en cocher bien sûr plusieurs sur l'itinéraire. Alors là on vient de descendre du col des Montets jusqu'à Martigny en Suisse, donc une grande descente, et on est passé de 83 à 88%, donc la récupération d'énergie fonctionne très bien, il y a une bonne régène sur cette voiture et qui marche même quand on est très chargé autour de 80-90%. Ça c'est vraiment un très bon point pour ceux qui font beaucoup de montagne. Alors on arrive aux 2/3 de notre trajet, c'est le moment de faire un petit point. Vous voyez qu'on a fait à peu près 200 km, il nous en reste une petite centaine, on a fait du 22 à peu près kWh au 100, ce qui est correct, mais on n'a pas roulé très vite, hein. On est autour de 90 km de moyenne, mais c'est à peu près la vitesse qu'on a en Suisse avec les ralentissements, avec les 80, 100, 120 km/h. Donc voilà, en gros en Suisse vous pouvez avoir à peu près 300 km d'autonomie, puisque là il nous dit qu'on va arriver à peu près avec 16% en ayant fait moins de 300 km. Mais voilà, pour la taille de la batterie par rapport à des marques comme Tesla, c'est quand même un petit peu en dessous, lié à une conso
un peu trop élevé. Alors le pilote automatique, moi je l'aime bien puisqu'il est très simple à utiliser. Vous appuyez juste sur le petit bouton ici. Et puis après pour régler la vitesse, c'est 5/5 avec le plus moins. Donc là par exemple on va se mettre à 120, on est en Suisse. Pour doubler, regardez, je mets le clignotant, il accélère, il se recale dans la voie, mais pas tout seul, hein, il faut que je l'accompagne, mais surtout il se réenclenche automatiquement, hein, contrairement à Tesla. Après, je dirais que c'est un pilote automatique de première génération, c'est-à-dire qu'on n'a pas le changement de voie vraiment automatique par la voiture. On n'a pas non plus l'adaptation de la vitesse en fonction de la lecture des panneaux. Et puis, plus gênant, regardez, on a une petite alerte là qui me dit de tenir le volant. Alors, j'ai beau mettre les mains sur le volant, regardez, elle continue, puisqu'en fait, il faut exercer une petite pression qui est assez conséquente quand même. En fait, on n'a pas de volant capacitif, ça c'est vraiment dommage. Donc même en ligne droite, on a souvent ce petit bip qui retentit dans l'habitacle. Alors regardez, là on a le pilote assist qui marche bien, limité à 100, mais on a le virage là qui est assez costaud quand même. Et regardez, voilà, il se déporte. J'ai pas une alerte, c'est quand même fou. Alors que là, on pourrait nous mettre dans le décor. Je trouve ça complètement dingue. Pas toi ? Oui. Alors un truc que j'adore sur autoroute, c'est d'avoir de la reprise. C'est à ça que servent les chevaux et surtout le couple. Regardez, là je suis autour de 100, j'appuie à peine pour doubler, hop, je suis déjà à 130. Et c'est un vrai confort si jamais vous avez un camion qui se déporte un peu sur vous, quelqu'un qui vous colle aux fesses derrière. Vous pouvez tout de suite hop, accélérer et tout de suite retrouver une vitesse de croisière intéressante. Alors on arrive à Lucerne, on est à peu près à 15% de batterie, c'est globalement ce qu'ils nous avaient prédit, donc pas mal. On a fait 285 km, donc vous voyez qu'on peut faire à peu près les 300 km. Par contre c'est vrai que j'aurais bien aimé, moi qui me prévoit par exemple qu'on puisse lui dire arrive à 20 ou 30% de batterie là à l'hôtel, parce que là je sais pas si on va pouvoir charger, on voulait vraiment faire le test jusqu'au bout, donc on espère trouver un parking. Et puis il y a quand même un truc important, c'est que regardez la conso, on est à peu près voilà 22 kWh au 100, ce qui est quand même assez élevé. Et ce qui veut dire que là en Suisse, en faisant du 80 de moyenne, on a à peine 300 km sur autoroute. Ça veut dire qu'en France, on va avoir plutôt 250, 270 km en roulant à 130. Ce qui est vraiment pas foufou vu la taille de la batterie, surtout vu ce qui était annoncé, plus de 550 km d'autonomie. Là, les amis, on en est là. Sylvia, on a trouvé une borne ? Non. Non, par contre, t'as amené ta fleur, toi, ta fleur de Noël. Non, je vais pas la laisser toute seule. C'est quand même un scandale qu'il n'y ait pas de borne dans un parking comme ça, là. Ma pauvre petite voiture, elle est à 15%. Bon, on est arrivé à notre station les amis, mais par contre on a un petit problème, c'est qu'il y a déjà deux voitures, deux Enyaq, dont un qui est à 100% et la personne n'est toujours pas là, et une Tesla qui attend, ce qui veut dire qu'on va attendre au moins 30 minutes voire 1 heure ici. Et ça c'est casse-pied parce que dans le planificateur il nous disait pas si c'était occupé ou pas, il nous a mis la borne par défaut quoi. Bon, on a enfin réussi à charger. Par contre regardez, on a une borne qui est censée faire du au moins 180 kW, sauf qu'on est deux voitures, du coup ils partagent la puissance, et là on est à 70-80 kW au lieu des 150-160 que peut prendre cette voiture. Moi je trouve ça incroyable dans un pays comme la Suisse qu'on n'ait pas plus de bornes, et vraiment des bornes très rapides. Et regardez comme c'est pas pratique ces tout petits câbles là, parce que pour rentrer dans la voiture, même pour ouvrir la porte, c'est l'enfer. Bon, on a enfin trouvé une station qui charge vite. Vous voyez qu'on a même pris 200 kW, alors pas très longtemps. Là après, vous voyez, elle se stabilise autour de 170-180. Donc ça nous permet de charger à peu près le 10-80% en 27-28 minutes. Chez GoFast, on vient charger ses chevaux. Voilà, c'est la scène la plus bizarre qu'on a vue jusque là, non? Tu crois pas toi? Sylvia, je vois que tu t'es mis dans l'ambiance de Noël. Est-ce qu'on est au niveau d'une Volvo? Est-ce que tu es bien installé déjà? Je suis bien installée, mais les sièges, j'aurais préféré un peu plus confortables. Sur le long trajet, ils sont un peu durs. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est assez ferme, et même si tu vois, là il y a quand même, on a l'impression qu'on est maintenu, mais en fait pas tant que ça si on a une conduite un petit peu dynamique. Après, est-ce que c'est un véhicule qui est agréable là sur l'autoroute? Oui, moi ce que j'adore c'est le silence. On n'entend rien, pas de bruit d'extérieur, sauf les bip-bip à l'intérieur. Ah ça t'agace hein? Oui. Et pourquoi il y a des bip-bip? Bah parce que le volant n'est pas capacitif, pourtant moi je tiens bien les mains sur les volants. Donc... Et oui, toi t'es quelqu'un de très bien, tu conduis très bien. Et c'est vrai qu'on a souvent un petit peu ce problème. Et les écrans, comment tu trouves globalement l'ambiance de conduite sur autoroute, le GPS? Il est un peu petit par rapport aux nouveautés de la voiture et au prix. Il est un peu petit. Ouais, on aimerait un écran plus grand. Bon, celui-là, il est pas mal, hein, celui qui est sous le volant. Celui-là, il est super. Et l'afficheur tête haute, ça te manque pas trop? Pas du tout, moi j'aime pas, donc toi t'aimes pas bien. Moi j'adore ça, donc là on sera pas d'accord là-dessus. Et ben écoute, bonne route, regarde, là on est pas très loin de Chur, comme on dit en Suisse. Alors ici,
ici, on arrive vers un petit col de montagne vers Saint-Moritz. Vous voyez que c'est déjà bien blanc par terre. Effectivement, les versions 4 roues motrices sont plébiscitées en Suisse, c'est normal, puisque sinon on est sur des propulsions, c'est quand même beaucoup moins à l'aise dans ces coins. Et là, c'est vrai que la voiture est extrêmement stable. Bon, évidemment, le plus important, je vous le rappelle, c'est les pneus neige. T'as peur? Moi j'adore. Sylvia, on va faire quoi aujourd'hui? Des raquettes. Et t'as pris tout le matos là? Bien sûr. Tu veux faire de la luge aussi? On peut essayer. On peut essayer. Du coup, Sylvia, tu préfères la version 4x4 ou la version propulsion? Regardez-moi cette vue, les amis. Et oui, les Volvo C40 nous amènent jusqu'ici. Après l'effort, le réconfort. Alors regardez, on va se faire un petit test sur neige. Là, on a un chemin qui est vraiment très glissant. En plus, il vient de neiger, il y a une légère couche de neige. Et regardez, si j'appuie à fond, la voiture patine un petit peu, mais franchement, elle s'en sort très très bien. J'ai pas d'effort à faire particulier. Et puis ici, c'est vrai qu'on a testé sur beaucoup de chemins de neige avec des bons pneus évidemment. On a vraiment une bonne répartition du couple. On a aussi regardé un petit mode off-road. Malheureusement, alors on le sent un peu à la pédale parce qu'on sent qu'il essaye de un peu mieux répartir la motricité, d'avoir du 4 roues motrices permanent, de pas juste rattraper le coup. Alors là, il y a vraiment une grosse pente. Et en fait, ce qui est très agréable, c'est que la voiture est retenue automatiquement là en activant le mode off-road. Donc j'ai surtout à me concentrer sur la conduite, où est-ce que je vais placer mes roues. Ce que je regrette, c'est qu'on voit pas un peu la répartition du couple sur les roues. Enfin, c'est pas un vrai mode off-road, c'est vraiment une optimisation de la motricité. Mais moi, j'aurais aimé un petit peu plus de graphique. Bon, ça c'est mon côté geek. Alors, un des atouts énormes d'Android Automotive, c'est surtout d'avoir un super assistant donc qui est connecté à la voiture et on peut lui demander tout un tas de choses. Par exemple, là, on est début janvier. Ok Google, quelle est la date des soldes de janvier? Mercredi 10 janvier à 8. Le site rtl.fr. Voilà, et en fait, il va être meilleur que Siri, meilleur que énormément d'assistants pour vous répondre à des questions classiques, mais il est aussi connecté à la voiture et ça, c'est hyper pratique. Quel est mon niveau de batterie? La batterie est à 89%. Voilà, donc c'est pas mal, il est connecté à la voiture, il peut agir sur la clim, sur tout un tas de fonctionnalités. Ça, c'est vraiment des choses très pratiques. Alors regardez, un bug qui arrive souvent. Ici, là, je vais mettre Waze, puisque je veux avoir Waze et puis Google Maps. Regardez, donc Waze va se lancer. Peut-être, hein, peut-être que ça va bugger. Et là, voilà, il m'a supprimé la navigation dans Google Maps, ici. Et ça arrive même des fois que Google Maps, là, carrément s'éteigne. Donc ça c'est dommage parce qu'on est obligé de refaire. Là on est au volant, on a déjà mis son trajet et tout, et des plantages comme ça, bah ça arrive quand même assez souvent. Alors ici sur les petites routes de montagne, bah écoutez, c'est une voiture qui est à la fois douce et assez dynamique quand même. En fait Volvo a trouvé, je trouve, le bon compromis entre effectivement la sportivité, on a plus de 400 chevaux, mais pour autant ça filtre très bien les aspérités de la route. Regardez les virages, même si on force un peu, je trouve qu'il n'y a pas trop de roulis. Non, vraiment, c'est pas mal du tout. Et après, moi, j'aime beaucoup aussi avoir le mode one pedal, parce que regardez ici, on peut ralentir tout en douceur à l'approche d'un virage. En plus, si c'est verglacé, ça vous évite de donner des coups de frein. Et puis là, vous avez besoin d'envoyer un petit peu les watts. On a 400 chevaux, les amis. Et c'est vraiment impressionnant, très appréciable sur des petites routes sinueuses comme ça. Alors avec l'électrique et surtout en montagne, il vaut mieux être un peu prévoyant, partir plutôt avec 80-100% de batterie, puisque regardez ici, on devait faire simplement une petite cinquantaine de kilomètres pour rejoindre Davos. Malheureusement, le col est fermé pour risque d'avalanche et ça, ils peuvent le décider vraiment à la minute près. Donc il faut toujours avoir un petit peu de marge sur la batterie. Là, il n'y a pas forcément de borne de recharge ici. Donc vraiment, prévoyez votre coup. On peut faire des grands détours et des fois faire une centaine de kilomètres supplémentaires. Alors vu que le col est fermé, on va faire ce qu'ils appellent ici un autotrain en Suisse. Je vous en dis pas plus. Je sais pas si ça fonctionne, s'il y a des restrictions avec les voitures électriques, on va aller voir ça tout de suite. Alors elle m'a rien demandé sur la voiture électrique et faut savoir aussi que là on a une super cadence puisqu'on est arrivé il y a même pas 3-4 minutes. Et déjà c'est le prochain départ et ça va très très vite parce que les gens voilà, restent dans les voitures. En plus ils ouvrent vraiment les trains très rapidement. C'est un bon système, hein. On pourrait en avoir un petit peu plus en France. Écoutez les amis, on embarque, c'est parti. Regardez ça comme c'est rigolo, alors ça a l'air assez large. Et attention, on est sur un train. Incroyable. Les mecs, ils en ont rien à branler. Et c'est assez haut, donc vous voyez que même les camping-cars et tout, ça passe largement. C'est rigolo, non?
Faut être concentré par contre. Hein. Bon, ça fait un petit peu de bruit, ça se coupe pas mal, donc faut pas se mettre trop près du mec de devant. Par contre, je trouve que c'est le meilleur autopilote, franchement hyper fiable. Il y a même pas besoin de mettre les mains sur le volant. Il y a que Google, il est un peu perturbé parce qu'on avance, mais la voiture avance pas. Ce qui est cool dans les autotrains, c'est que du coup, vous pouvez regarder YouTube. Salut Didier. Voilà. C'est pas mal ça. En plus, on a Internet qui passe. Ah, vraiment les amis, l'autotrain, des fois, je trouve qu'on devrait en mettre un petit peu plus chez nous. En plus, on a l'impression de conduire, on pourrait même faire un jeu de rallye là. Et Sylvia, on a retrouvé les gens qui ont acheté l'unique ID Buzz d'Europe. Ouais, ils sont en Suisse en fait. Mais il est beau en vert comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la couleur toi? Très joli. C'est beau hein. Il y a un truc que j'adore avec cette voiture, c'est que vous rentrez dedans, c'est comme une Tesla. Vous avez juste à mettre comme ça la marche avant. Il n'y a pas d'arrêter, démarrer la voiture, de sécurité ou quoi que ce soit. Donc on est très vite, hyper efficace. Et surtout quand on fait des manœuvres, on peut faire marche avant, marche arrière sans repasser par le frein. Donc vraiment c'est très pratique. Donc ça c'est vraiment très fluide, très agréable au quotidien. Vous voyez là on roule à 125 et on fait du 24-25 kWh au 100, ce qui est quand même assez énorme. Alors en ville c'est un véhicule qui est assez agréable, il est bien insonorisé, il a des dimensions assez compactes donc il se faufile assez facilement. En plus il a un très bon rayon de braquage, on a une position de conduite qui est très haute donc on voit bien au-dessus des voitures qui sont garées. Petit bémol quand même, on voit assez mal dans la lunette arrière, ça c'est lié au côté coupé. Et puis vraiment un truc que j'adore en ville c'est que regardez, je relâche la pédale et oui il y a un mode one pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet. Ça c'est quand même très très rare et c'est très appréciable au quotidien. Du coup on a trouvé une borne, du vin chaud. C'est pas mal. Bon, santé les amis. Santé Sissi. Santé. Tu vois, les gens ils disent à quoi ça sert les SUV? Ça sert à habiller les enfants. Ça va? Oui. Et en plus t'es protégé de la neige. Non mais c'est vraiment idéal. On peut pas faire ça dans une Tesla par exemple. Allez, je vous emmène à l'arrière de ce C40 et regardez la bonne surprise. C'est qu'on a beaucoup d'espace. Alors moi je fais 1m70, mais par contre regardez ici, on n'a pas les genoux dans le menton, on a vraiment des sièges qui sont relativement hauts. Et malgré ça, et malgré le côté un peu coupé, j'ai encore, on va dire ouais bien 15 cm au-dessus, donc forcément si vous faites 2 mètres ça va être un petit peu juste, mais là même jusqu'à 1m80 je pense que ça va largement. On est assez droit, la banquette coulisse pas, donc c'est vrai que voilà pour les longs trajets on peut se dire pour se reposer c'est pas forcément terrible, mais on a quand même une bonne sensation d'espace qui est renforcée par ici ce petit toit panoramique. Alors on peut pas en dire autant, regardez, de la place du milieu qui est déjà beaucoup plus ferme hein, puisqu'on a la coudoir, donc vraiment pas très sympa. En plus on a un gros tunnel ici de transmission, ça c'est lié à la plateforme qui est modulaire, hein, qui est pas uniquement électrique. Alors regardez, il y a des petits trucs sympas ici, un petit vide-poche, ça peut toujours être utile même si bon on a peur quand même que ça tombe par terre. Ici bien sûr on a un porte-gobelet, un petit accoudoir plutôt à bonne hauteur, et regardez, si j'enlève la petite moquette, bon c'est un peu bizarre la découpe mais pourquoi pas. Ici on a une trappe à ski, là on est à la montagne, ça c'est vraiment pratique, tous les véhicules n'en ont pas. Alors c'est vrai que c'est assez bien fini, on a plein de haut-parleurs, on a regardé ici des plastiques moussés, on a même des petites moquettes dans les contre-portes. Globalement c'est quand même très bien présenté, mais on n'a pas par exemple de siège chauffant à l'arrière, on n'a pas de réglage fin de la climatisation par exemple, on n'a pas de petite poignée de maintien. En fait ça manque quand même de premium, on a plus l'impression d'être chez un généraliste et c'est dommage parce que l'arrière, souvent on a envie de faire des grands trajets et là c'est vrai que c'est un petit peu voilà une place plutôt on va dire pour les enfants. Alors je vous montre aussi, on arrive à mettre donc 3 sièges auto dans cette voiture. Voilà, c'est pas non plus super large, mais on va dire que globalement ça rentre si vous avez des bons modèles. Allez, je vous emmène à l'avant de ce C40, on va s'installer au poste de conduite. Et alors les sièges sont quand même fermes, hein, puisque bon, on est chez effectivement les Suédois, mais on est quand même bien installé, on est très haut. Moi j'adore la position de conduite. Et surtout ici ça présente bien, j'aime beaucoup ce volant, il est pas trop grand, pas trop petit. Il y a des boutons, mais pas trop. Et puis c'est assez épuré dans l'ensemble, il y a ces mélanges un petit peu de matériaux, mais ça reste tout à fait correct. Alors il n'y a plus de cuir maintenant, hein, ce sont des tissus entre guillemets vegan recyclés. Et puis je dirais que c'est de la sobriété mais avec classe, avec élégance. Je trouve juste que ici l'écran dénote un petit peu, voilà 9 pouces ça commence à être un peu léger, on va en reparler juste après. Mais Volvo c'est toujours de la qualité, de la bonne présentation. En tout cas si vous êtes habitué au style, vous ne serez pas perdu. Allez, on fait un petit tour du poste de conduite. On va commencer par la portière, bon, avec une poignée assez classique. On a plein de haut-parleurs, 13 haut-parleurs, 600 watts de puissance avec cette option Harman Kardon. Ici vous voyez qu'on a les petits boutons pour le réglage du siège, là tout ce qui est sécurité enfant, les fenêtres, très pratique d'avoir les 4 boutons. Ici on a tout ce qui est rétroviseur, d'ailleurs regardez je vous montre un petit truc, si vous appuyez sur les deux en même temps,
les rétroviseurs se rabattent. Voilà, ça faut le savoir. Donc là aussi hyper pratique. On a encore des boutons là-haut. Alors ça c'est pour régler la lumière, ça c'est tactile, c'est quasiment les seuls boutons tactiles. Le SOS, évidemment, on en a encore ici alors qui sont très très sympas pour notamment la climatisation, pour la partie multimédia. Donc ça Sylvia, je crois que tu aimes bien. Alors le volant, moi je l'aime bien. Regardez, en plus on voit bien l'écran derrière. Il est pas trop petit, pas trop grand. Il se prend bien en main. Par contre, il n'est pas capacitif, donc ça veut dire qu'il faudra tout le temps donner des à-coups comme ça en mode pilotage automatique. Mais par contre, il est très simple d'utilisation puisque regardez, il suffit d'appuyer ici pour activer l'autopilote. Là pour la vitesse, régulateur, limiteur. Ça pour la distance avec la voiture qui est devant. Et puis la partie droite, elle est plutôt réservée pour se balader dans les menus. Donc si vous appuyez ici, vous avez des petits menus qui apparaissent. Là par exemple pour voir la consommation. Et puis vous avez aussi ici pour vous balader un petit peu dans le système multimédia, vous avez la commande vocale aussi. Alors après pour les phares, on a toujours des commodos ici avec les clignotants bien sûr. Et puis sur la partie droite, vous voyez ici pour tout ce qui est essuie-glace. Donc je dirais que si vous êtes habitué à l'univers Volvo, il n'y a pas tellement de changements dans ce C40. Alors niveau connectivité, donc on a un pad de recharge donc qui marche avec un iPhone 14 Pro Max. J'ai testé mais on en a qu'un. Voilà, si vous êtes deux, c'est pas forcément terrible. Mais là vous avez des petites zones, vous pouvez mettre vos lunettes par exemple, c'est assez pratique. On a aussi bien sûr deux prises USB-C, bon une pour CarPlay qui est filaire ici. On a, regardez, une petite pochette secrète. Là, voilà, on peut mettre, je sais pas, des bijoux, une montre éventuellement. Bon, c'est pas très grand, mais c'est assez planqué. Ici, on a le levier de vitesse, donc vraiment très simple. Il n'y a pas de mode B, hein. Ça c'est drive. Ça c'est pour aller en arrière. On a le neutre au milieu et puis le parking. Donc vraiment, dès que vous vous garez, vous appuyez juste sur le petit bouton. Très facile d'utilisation. Ici, on a un double porte-gobelet. Ici, on a une petite poubelle. Alors, regardez, on a déjà rempli. Et ça, en fait, c'est très pratique puisque regardez, si ici j'enlève, voilà, là, je peux enlever la poubelle et je peux aller la vider ailleurs. Donc vraiment très très bien comme idée. Et puis vous pouvez bien sûr la laisser fixe si vous préférez. Et là regardez, donc on a un accoudoir. Alors il n'est pas réglable en hauteur malheureusement, mais par contre il est assez profond. Vous voyez qu'ici on a mis déjà des petites affaires à l'intérieur. Donc globalement voilà, en termes de rangement, de connectivité, on a à peu près tout ce qu'il faut. Alors je vous montre quand même le rétro, bon qui est assez classique, hein, qui a un mode jour-nuit bien sûr, mais surtout la visibilité derrière est vraiment pas géniale puisque regardez, on a l'appui-tête du milieu qui est gêne, bon vous pouvez le baisser un petit peu. Surtout il y a le côté coupé qui fait que vous avez vraiment pas beaucoup de hauteur ici. Donc là il vaut vraiment mieux utiliser la caméra que de regarder dans la vitre. C'est un petit peu le problème de ces coupés, c'est esthétique, mais c'est pas pratique. Tiens Sylvia, ouvre-moi la boîte à gants là. Montre-nous un petit peu si elle est grande. Alors elle est pas très très grande. Par contre t'as vu ? Ça c'est cool, c'est pour accrocher des sacs, c'est assez pratique, il y en a pas mal hein, dans cette voiture. Bon bah écoute, ça a le mérite d'exister. Alors la caméra 360 malheureusement elle a pas trop évolué depuis le XC40. Vous voyez ici, alors on a cette bird view qui est plutôt pas mal, mais on a quand même pas beaucoup de visibilité à l'arrière. Du coup si vous voulez voir à l'arrière il faut appuyer ici, mais on perd la bird view. Et surtout si vous voulez revenir sur la bird view, donc la vue de dessus là, et ben il faut recliquer ici. Vous voyez qu'en plus là on voit pas bien au niveau des jambes de la voiture. Alors vous pouvez quand même avoir les petites caméras des côtés là qui sont quand même relativement pratique. Alors évidemment, bon voilà, ça fait le taf, mais vous n'avez pas les deux en même temps comme chez BMW par exemple. On n'a pas de vue 3D non plus. Donc moi je trouve ça un peu casse-pied quand même à utiliser quand vous êtes en train de faire vos manœuvres. Vous n'avez pas forcément envie là d'aller jouer avec la caméra malheureusement. Alors regardez le bug, je vous montre ici. Là j'ai mis donc la caméra 360, mais si je veux régler mon siège, bah, en fait le menu il est caché. Voilà, donc en fait c'est parce que j'ai activé la caméra, regardez, il est là. C'est rigolo quand même. Alors je vous montre aussi la planche de bord. Alors c'est quand même moussé, hein, c'est assez stylé. Ça s'allume la nuit, mais dans l'ensemble je trouve que ça fait pas très premium. Maintenant on a des tissus, on a des matériaux qui sont voilà un petit peu plus haut de gamme. Surtout là on a un tout petit écran à la verticale comme ça fait un petit peu Renault Zoé avec ses grandes aérations. Tiens Sylvia, regarde. T'as une petite poignée, ça c'est cool, il n'y a pas ça dans toutes les voitures. Par contre, regardez la finition les amis, c'est pas terrible hein, pour du premium. Et de même que ici, là sur le pare-soleil, regarde le petit miroir de courtoisie, là il n'y a qu'une lumière, puis c'est un peu plastique, c'est un peu dur quand même. Donc oui, là on est clairement pas sur du premium. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder les parties basses de la voiture, et c'est vrai que là on a la petite moquette. De même ici, quand vous avez le genou qui tape, c'est pas forcément toujours du plastique dur, même si ça c'est quand même relativement dur. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a encore un petit vide-poche, il y en a vraiment partout dans cette voiture. Alors je vous montre cet écran sous le volant qui n'a pas tellement changé depuis la Polestar, le XC40. Il fait toujours 12 pouces et demi, donc il est quand même relativement grand. Et moi je l'aime bien, il est très très bien présenté. Donc sur la partie gauche, on a tout ce qui est vitesse, lecture de panneaux. Donc ça c'est plutôt pas mal. La puissance aussi ici. Et puis regardez sur la partie centrale, on a tout ce qui est cartographie. Alors là on est à l'arrêt. Il met d'ailleurs, regardez mes petits favoris Google, parce que j'ai attaché mon compte Google. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment le vrai Google Maps ici. Là on a tout ce qui est odomètre et conso.
tôt. D'ailleurs, vous voyez, 30 kWh au 100, c'est vraiment très élevé. Ici, on a vraiment le pourcentage de la batterie avec l'estimation en kilomètres. Donc, je vous l'ai dit, la carte ici, les températures. Et puis, vous voyez qu'ici, on a tout ce qui est commande de boîte. Donc, on voit si on charge, si on décharge aussi. Et puis ici, on aura totalement la vue 3D en GPS qui est vraiment magnifique quand vous conduisez. Donc voilà, cet écran, il est pas mal, mais par contre, on va le voir, il n'est pas du tout personnalisable. Alors, la personnalisation, elle est vraiment très limitée. On a juste ce petit bouton là qui permet d'avoir ou non la carte au centre. Et puis ici, on a un petit bouton alors qui nous permet là d'avoir les consos. Vous voyez ici, on peut réinitialiser aussi le trajet. Donc c'est relativement basique, hein, on peut pas personnaliser tous les compteurs derrière, par exemple. Alors vous voyez qu'à ce prix-là, on aimerait bien un afficheur tête haute. Et ben il y en a pas, même en option. Donc il faudra se contenter de cet écran qui est pas mal, hein, mais il faut quand même quitter un peu les yeux de la route. Moi j'aime bien avoir ici un petit afficheur tête haute, surtout à ce niveau de prix. Alors je vous montre cet écran principal qui a pas beaucoup changé, hein, il fait toujours que 9 pouces. Donc c'est pareil que sur le XC40. On a toujours ce petit bouton ici, donc pour se ramener à cet écran de raccourci. Donc là, regardez, on a accès à CarPlay, on a accès à Maps, voilà, à la qualité de l'air. Enfin c'est les dernières applications qu'on a lancées, mais toutes les applications en fait sont ici. Et on en a beaucoup plus, regardez, il y a YouTube, on peut regarder des jeux, il y a Prime Video, il y a vraiment beaucoup de choses maintenant, donc ça c'est hyper agréable et ça s'est bien étoffé. On va parler un petit peu du Play Store après. Volvo vous livre par défaut quelques applis comme pour voir par exemple la qualité de l'air ici, vous voyez que elle est plutôt bonne. Et puis on a aussi des applis alors pour le statut de la voiture, mais en fait c'est des applications qui sont relativement basiques. Moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Là c'est vrai que ça fait un petit peu simpliste. On a aussi un assistant d'autonomie, mais vous voyez ici c'est bon, voilà, c'est assez basique, on peut l'utiliser pendant la conduite. Donc vraiment voilà, moi j'aurais aimé qu'en 2 ans Volvo développe un peu des choses. Là ça reste quand même assez minimaliste. Alors je vous montre YouTube. Donc YouTube là je l'avais déjà lancé, mais par exemple regardez, on va lancer une petite musique ici. Vous voyez que ça met quand même un petit peu de temps à se lancer, mais ça va. Et puis c'est vrai que l'écran là il n'est pas très adapté à YouTube forcément, puisque ici on est quand même sur voilà, un écran qui est assez minus, mais on peut quand même regarder des vidéos maintenant. Et vous voyez que bon, c'est une interface un peu web, mais c'est quand même assez réactif, hein. On peut browser dedans. Ah bah voilà, regardez, un petit bug. Donc toutes les vidéos ne fonctionnent pas manifestement. Dans l'ensemble ça marche quand même. On va essayer une deuxième. Voilà, là ça fonctionne bien. Voilà, donc on peut se regarder un petit film, mais franchement ce sera pas beaucoup plus gros que sur votre smartphone. Alors la grosse nouveauté, c'est qu'on a aussi beaucoup d'applications pour la navigation. Donc on n'a plus seulement Google Maps, donc qui, je vous le rappelle, est natif, hein. On avait déjà parlé la dernière fois. Vous entrez votre destination ici. En plus vous avez ici, moi j'ai regardé, j'ai accès à mon compte, donc ça c'est vraiment très pratique. Mais regardez, je peux accéder aussi à Waze. Donc là j'ai mis par exemple un trajet, c'est un vrai Waze natif, donc vous n'avez pas besoin de CarPlay pour avoir toutes ces applications, ce qui fait qu'en fait CarPlay devient de moins en moins utile, hein, sur ces systèmes, puisqu'on a de plus en plus de programmes. Bon, moi ce que j'aimerais c'est avoir Waze et Google Maps, hein, pour avoir par exemple l'écran splitté, et ça malheureusement on ne peut pas le faire. Alors la petite nouveauté c'est qu'on a des jeux. Alors regardez, je vais commencer par celui-là vous le connaissez puisque on l'a chez Tesla. Alors malheureusement il joue que avec l'écran tactile, donc c'est pas méga réactif, ça va, mais c'est moins sympa qu'avec le volant ou la manette. Mais vous voyez que l'image est vraiment bien, et puis les temps de chargement sont tout à fait corrects, donc pour jouer pendant la charge ça peut être assez cool. Il y a d'autres jeux. Il y a par exemple du solitaire, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, ça casse pas des briques, hein, mais c'est quand même assez cool d'en avoir au moins sur cette voiture. On a aussi, regardez, Tom là, des petits jeux en 3D. Franchement, pour les enfants c'est assez sympa. Ça manque vraiment juste d'un écran un peu plus large et de manette, mais on voit que chez Google on commence maintenant à avoir des trucs assez cool en termes de jeu. Alors vous voyez qu'on a le Play Store qui s'est bien amélioré, il y a beaucoup de choses, il y a du streaming, vidéo, audio, regardez ici, on a aussi, donc bon, on a toutes les applis, on a des applis de jeux, vous voyez ici, on en a quelques-unes, on a aussi tout ce qui est navigation, recherche de bornes aussi, et puis c'est classé par catégorie. Alors bon, il n'y a pas forcément beaucoup de jeux, beaucoup d'applis dans chaque catégorie, vous voyez que on fait quand même vite le tour. Mais ça s'est un petit peu amélioré. Là, j'ai toutes les applications, mais si on prend par exemple uniquement le divertissement, vous voyez qu'il y en a quand même pas beaucoup. En fait, il faut qu'elle soit validée par Volvo, donc forcément, il n'y en a pas énormément. Du streaming, vous voyez qu'on a Tidal, on a SoundCloud, Radio Paradise, on a aussi quelques radios. Franchement, c'est pas très organisé. Le jour où il y en aura 150, ce sera un petit peu l'horreur. J'espère qu'ils reverront leur présentation. Mais petit à petit, on commence à avoir des choses, hein, vraiment assez complètes. Ça manque un peu de Netflix, ça manque un petit peu de jeux, mais je dirais que c'est un bon départ quand même. On n'est plus aussi frustré qu'avant où tout ça était très vide. Bon allez les amis, moi je retourne me faire un petit Beach Buggy Racing. Allez c'est parti, on met le son au max. Hi-ha!
Alors tous les réglages de la voiture en fait ils sont accessibles ici. Bon c'est pas magnifique, on dirait une vieille tablette Android, mais par contre c'est très clair. Je vais vous montrer un peu certains réglages. Déjà la conduite, donc vous avez un mode standard, un mode off-road, ça je vous montrerai un petit peu si on va dans la neige par exemple. Vous pouvez aussi mettre par défaut l'autopilote ou juste le limiteur. Vous avez l'assistant ici de maintien dans les lignes que vous pouvez désactiver. Vous avez la One Pedal, donc ça c'est vraiment cool, ça va jusqu'à l'arrêt complet et surtout vous n'avez pas besoin de le remettre à chaque démarrage. Et puis vous pouvez aussi durcir un petit peu la direction. On passe au niveau du menu de batterie. Donc là ici vous pouvez par exemple limiter la charge à 80%. Bon voilà, par contre c'est pas, vous n'avez pas de programmation par exemple en fonction de la localisation, en fonction de la journée. Vous pouvez aussi limiter l'ampérage, vous pouvez mettre une petite minuterie, mais là en fait c'est du one shot, c'est-à-dire que vous le réglez une fois. Vous pouvez pas le régler par exemple, regardez pour par exemple tous les week-ends ou tous les lundis. Donc ça c'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'ils rajoutent ça, ils l'ont pas fait malheureusement. Voilà, je vous montre aussi les réglages de son, c'est toujours rigolo de pouvoir centrer sur le conducteur, de pouvoir mettre le surround, de régler un petit peu les basses, le subwoofer. Vous voyez que c'est assez cool de pouvoir jouer avec ça. Bon, c'est pas très détaillé non plus, mais ça fait le job. On a bien sûr de la connectivité, Bluetooth, on a aussi du Wi-Fi. Donc, vous voyez ici, là, je l'avais désactivé. Hop, on peut le réactiver. On peut se connecter à des réseaux Wi-Fi, va vous scanner les réseaux Wi-Fi. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a aussi tout ce qui est commande, un petit peu voilà, de rétroviseur, de verrouillage. Donc ici vous avez des positions d'entretien, le rabattement donc des rétroviseurs, voilà, fonction anti-éblouissement, le chargeur par induction que vous pouvez désactiver, le mode d'alarme, le déverrouillage qui est confirmé ou pas avec un petit bip bip. Vous avez aussi donc voilà l'affichage sur le tableau de bord. Bon, c'est vraiment ultra basique ici, de même que pour l'éclairage, donc un éclairage d'approche par exemple, vous pouvez régler un petit peu la luminosité. Vous pouvez aussi arrêter la voiture ici via ce menu. On a des profils, donc ça c'est assez pratique, vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez aussi associer des comptes, notamment votre compte Google, donc ça c'est vraiment bien. Moi j'ai mis le mien, ce qui permet d'avoir tous mes favoris dans Google Maps. Vous avez aussi bien sûr votre compte Volvo pour associer l'application de la voiture qui se fait d'ailleurs ici, vous voyez, pour jumeler le téléphone. Il faut avoir bien sûr les deux clés, donc ça il faut y penser au moment du jumelage. Donc voilà, il recherche les clés par exemple dans la voiture. Donc ça c'est assez indispensable pour mettre l'application mobile. Ici vous avez des réglages de confidentialité. Bon, je vais pas tout vous détailler, mais ça vous permet d'activer ou pas la localisation en fonction des applications. Donc ça c'est vraiment à vous de voir, mais passez un petit peu de temps. C'est Google, comme il partage beaucoup de choses, mais vous avez la main dessus et attention à bien y aller de temps en temps puisque ça peut se réinitialiser. Et puis un dernier point, c'est tout ce qui est réglage de langue, de date. Bon, pas très intéressant, mais je voulais juste vous montrer ici la mise à jour logicielle, donc qui est disponible, over the air. Vous voyez qu'ici on est en 4G, donc ça peut être même fait automatiquement. On a aussi les notes de publication. Donc ça c'est comme chez Tesla, comme dans tous les systèmes modernes. Alors ici on a un petit menu, regardez, on peut accéder à CarPlay rapidement aussi, donc un CarPlay filaire assez facile à utiliser, mais bon il est petit sur cet écran. Par contre regardez, il y a bien ici tous les menus de clim qui restent malgré CarPlay, ça c'est quand même agréable. Mais c'est vrai que ce CarPlay il fait quand même un petit peu voilà, un petit peu serré quand même ici, mais bon il est très réactif, très utilisable. C'est dommage par contre qu'on n'ait pas de CarPlay Wi-Fi sur cette voiture. Alors je vous montre rapidement l'application mobile ici, donc qui est assez simple, voire même un petit peu simpliste. Donc on a le modèle ici, on a l'adresse, la température, tout ce qui est pourcentage de batterie, et en fait on a en gros trois fonctions. La première c'est de verrouiller ou déverrouiller le véhicule, mais ça se passe en 4G. On peut pas partager la clé, il n'y a pas de car key, c'est pas en Bluetooth, on peut pas rentrer dans la voiture juste avec le smartphone dans la poche. Donc c'est vraiment pour du dépannage et on peut pas non plus démarrer la voiture, on peut pas partager la clé. Donc moi je dirais que c'est un petit peu dommage quand même d'avoir fait une fonctionnalité comme ça, alors que chez Polestar par exemple, qui est on va dire un petit peu moins cher que Volvo, et ben on a des fonctionnalités supplémentaires. On a aussi réglage de la clim, donc on peut la programmer à distance, ça c'est assez pratique. Mais si j'appuie sur démarrer, là, en fait, j'ai uniquement de la climatisation, mais je sais pas la température, je peux pas programmer les sièges chauffants par exemple. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, on a des minuteries, donc on peut préconditionner les véhicules de façon régulière, regardez avec les jours de la semaine, voilà, le week-end et tout. Donc ça c'est quand même assez bien vu. Toutes les voitures ne le font pas. Et enfin, dernière fonction, c'est tout ce qui est charge. Donc bon là il est débranché, mais je vous mettrai un écran où on vous la montre branchée. Vous voyez, on a le pourcentage de la batterie, le kilométrage, mais on peut pas régler par exemple l'ampérage. On peut pas voir la puissance non plus, donc c'est assez basique. Et puis regardez la programmation de la charge ici, on peut mettre des heures de début d'arrêt, mais on peut pas programmer des heures creuses, heures pleines, par exemple le week-end et la semaine, et on n'a aucun réglage de jour de la semaine non plus. Donc moi je suis assez déçu quand même par ce système, je trouve que c'est vraiment ultra basique. Alors ici on a un système de localisation du véhicule, bon ça toutes les voitures l'ont maintenant. On peut aussi regarder filtrer les bornes, là on nous filtre les bornes rapides, on ne dit pas quelle puissance, donc j'espère que c'est plus de 100 kW ou plus de 50 kW, mais on sait pas du tout. Et puis on a aussi
aussi, on peut filtrer effectivement sur les bornes qui sont prises en charge donc par l'application Volvo. Bon là on n'avait pas de compte nous pour charger, donc ça j'ai pas pu tester. Puis vous voyez que regardez, si je clique sur une borne ici, donc là par exemple c'est la borne totale, donc il nous met 475 kW, donc une borne très rapide. Ici a priori elle est disponible, voilà. Par contre si je clique là il se passe rien. En fait il faut s'inscrire, il faut avoir un compte Volvo pour voir les prix, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Mais là vous pouvez pas par exemple programmer de trajet non plus, c'est pas possible. Donc c'est assez basique en termes de recherche de bornes. Il y en a quand même pas mal, mais je pense que c'est moins complet que certaines applications mobiles. Donc voilà, ça fait le taf, mais c'est vraiment, je trouve, plus du dépannage. Ici on a un petit menu avec plusieurs statistiques sur le logiciel de la voiture. Vous voyez les dernières mises à jour, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. On peut aussi voir tout ce qui est odomètre, voilà, avec le totaliseur, etc. La consommation moyenne, vous voyez qu'on est à 27 kWh, là c'est absolument énorme. Et puis on a tout ce qui est journal de conduite. Alors moi j'ai pas réussi à l'activer ici, mais a priori il vous fait un résumé de vos trajets avec les consommations et tout. Bon, est-ce qu'il y a vraiment une utilité là-dessus? Je ne sais pas. Ici on a tout ce qui est contact de l'assistance pour laisser un petit commentaire, le manuel d'entretien aussi, donc ça c'est pratique d'avoir ça directement depuis l'application mobile. Et puis là vous avez effectivement tous vos paramètres, gestion d'abonnement, gestion de l'application, vos véhicules si vous en avez plusieurs, tout ce qui est notification. Bon, c'est assez basique, il n'y a pas grand chose. Voilà, donc une application qui est quand même beaucoup moins bien que celle par exemple de Tesla ou de BMW, de Mercedes, qui sont des applications concurrentes sur le premium. On peut pas ouvrir le frunk, ouvrir le coffre, partager sa clé, je vous le disais, programmer des trajets. Donc vraiment ça reste, on va dire, une application d'il y a 2 ans qui n'a pas tellement évolué, et c'est encore plus frustrant chez Volvo puisque on est sur la marque premium finalement de Polestar, Polestar qui est la division sportive, et là on a moins de fonctionnalités, on n'a pas la clé sur smartphone qui aurait vraiment été très utile sur l'application. Bon voilà, écoutez, on s'en satisfera, mais c'est vrai que je m'attendais à quand même beaucoup mieux. Allez, on se retrouve ici au pied de l'Eiger en Suisse, et regardez-moi cette ambiance assez mystique. Et ça ira bien avec notre petite conclusion. Est-ce que je vous conseille ce Volvo C40? Mais écoutez, pour moi c'est une franche réussite ce véhicule en termes d'autonomie, de puissance, d'agrément de conduite. On a un super système à l'intérieur, on a beaucoup de place à bord, on a un frunk, on a de la recharge relativement rapide. Bref, un véhicule vraiment très homogène. Et pas si cher puisqu'on est autour de 50 000 euros, 50 000 francs suisses en tarif de base. Par contre, quand vous tapez dans les options, que vous voulez le 4 roues motrices, les petits packs hiver, les belles jantes, là, notre véhicule d'essai est à plus de 70 000 euros, 70 000 francs suisses. Et là, c'est vrai que ça commence à faire cher face à BMW, Mercedes. À ces prix-là, on commence à regarder d'autres véhicules. Et surtout qu'ici, à ce prix-là, on aimerait aussi de la recharge un petit peu plus rapide, un système de conduite semi-autonome un petit peu plus moderne. On aimerait peut-être des plus grands écrans, voilà, quelque chose d'un petit peu plus premium finalement, y compris à l'intérieur. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas pour moi c'est quand même une franche réussite. Maintenant à vous de bien négocier vos options. Je pense que ce sera vraiment tout l'enjeu de ce magnifique C40 100% électrique. Voilà pour le test de ce Volvo C40 Recharge. Je vous rappelle qu'on a aussi un test écrit sur le site. Bien sûr, je vous ai mis tous les liens dans la description pour les chargeurs, les câbles, pour vous abonner aussi au VIP. Ça permet effectivement d'être totalement indépendant des marques. Vous êtes plusieurs milliers d'abonnés. Merci à tous. Bien sûr, je vous encourage à liker, à vous abonner à la chaîne, qu'on soit de plus en plus nombreux ici. Et on se retrouve très bientôt pour nouveaux essais. Vous allez voir, il y a des belles surprises.